bonjour à celles et ceux qui nous écoutent. Bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic, l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et exceptionnellement, j'anime seul cet épisode. Aujourd'hui, je profite d'être seul avec vous pour entamer une série que j'avais en tête depuis un petit moment, que j'avais dans mes bagages, une sorte de méta-série qui va, j'espère, s'étaler sur une certaine quantité d'épisodes. Je voudrais vous parler de 20 Years, 20 Lessons. De quoi il s'agit ? Eh bien, en 2016, Mark Rosewater, le lead game designer de Magic l'Assemblée, crée une série de 3 articles où il explique sur les 20 années d'expérience qu'il a eu à travailler sur Magic. Il fait une série d'articles pour parler de toutes les leçons qu'il a apprises dans sa carrière de game designer. Alors, toutes, évidemment, c'est pas 100% exhaustif, mais on parle quand même de 20 leçons différentes. Et chacune de ces leçons, au lieu d'être des choses très spécifiques, en fait, il les généralise, il en fait des sortes de préceptes de game design, un petit peu comme les 20 commandements du game designer, si vous préférez. Et pour ma part, ces leçons, elles ont été assez fondatrices dans ma carrière de game designer. Je pense qu'elles sont applicables à énormément de domaines, je pense qu'elles sont applicables à énormément de domaines de création, même en dehors du cadre du jeu. Et vous, en tant que cube designer, je pense qu'un grand nombre de ces préceptes pourraient beaucoup vous aider dans votre travail créatif. Mon objectif dans cette méta-série, dans un premier temps, ça va être de vous raconter un petit peu l'histoire que Mark Rosewater raconte dans chacune de ses leçons, de comment est-ce qu'il en est arrivé à ses révélations, à ses conclusions. Ensuite, je vais vous partager ma propre expérience personnelle sur chacune de ces leçons. Et évidemment, peut-être ce qui vous intéresse le plus, je ne sais pas, mais ça va être comment appliquer ces préceptes dans votre travail sur votre cube ou sur vos cubes au quotidien. Comment faire pour, petit à petit, grandir en tant que cube designer et faire du meilleur travail jour après jour. Je pense que ces préceptes, ils sont vraiment fondamentaux, ils vont toucher à énormément de concepts différents. Et aujourd'hui, on va voir le premier d'entre eux, la première leçon. C'est parti. On remonte en octobre 2006, quand Mark Rosewater travaille sur l'extension Spirale Temporelle. Alors je pense que bon nombre de personnes qui nous écoutent ne connaissent pas Spirale Temporelle. En même temps, c'est sorti il y a 20 ans. Spirale Temporelle est la première extension du bloc Spirale Temporelle, donc une extension qui sera suivie de Chaos Planaire et de Vision de l'avenir. Et c'est un bloc assez fondateur dans l'histoire de Magic, puisque c'est un des blocs qui a le plus joué avec les mécaniques fondamentales du jeu, qui a essayé de venir un petit peu titiller les fondamentaux, de les retourner. Spirale Temporelle symbolisait le passé, et c'est une des premières fois où on a vraiment eu de manière très assumée des retours en arrière, des cartes avec des vieilles frames au sein d'un set avec des frames modernes. Chaos Planaire jouait justement sur les couleurs, sur l'identité colorée, ça venait jouer thématiquement sur le présent. Et donc là, l'idée c'était plutôt de dire on va faire des cartes qui existent déjà, mais on va les mettre dans une autre couleur. Et enfin, Vision de l'avenir, probablement l'extension la plus compliquée de toute l'histoire de Magic, avec plusieurs dizaines de nouveaux mots-clés. Bref, cette extension, elle venait jouer sur le futur. Elle venait proposer des cartes qui n'existaient pas encore dans Magic. Et c'était une sorte d'aperçu de ce que pourrait être Magic. On a eu une tentative d'une nouvelle frame qui au final n'a pas été gardée. On a eu la création de nouveaux staples qui ont complètement bouleversé des formats comme Tarmogoyf. On a eu l'apparition pour la première fois du mot-clé du type Planeswalker. Au final, il n'y avait pas de Planeswalker en Vision de l'avenir et du coup, c'était une sorte de teasing incroyable de « mais qu'est-ce que c'est qu'un Planeswalker ? Qu'est-ce que ça va être ? Quand est-ce que ça va sortir ?» Bref, c'était la première extension d'un bloc ultra important dans l'histoire de Magic. Et dans ce bloc, Mark Rosewater et son équipe, ils créent une mécanique qui s'appelle la suspension. Le but, c'était de venir jouer avec la logique du temps, du voyage temporel. Donc là, la suspension, l'idée, c'est de dire « je vais lancer mon sort maintenant ». Mais en fait, il n'arrive pas tout de suite. Pour être plus précis, je le prépare et je vais le lancer dans quelques tours. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne la suspension, voici ce qu'elle fait. Votre créature, elle a une capacité qui s'appelle suspension. Par exemple, suspension 2. Et avec ça, elle a un coût de mana qui lui est associé. Si on prend l'éphéméroptère errant, on a suspension 4 pour 2 mana dont un bleu. Sinon, la carte, elle coûte 7 mana dont un bleu. Donc on a un coût beaucoup plus faible. Vous payez votre coût de suspension,
La carte part en exil, avec 4 marqueurs temps. Au début de votre tour, vous enlevez un marqueur temps, et ensuite, quand vous enlevez le dernier marqueur, alors vous pouvez lancer la carte gratuitement. Cette capacité, ce qu'elle vient dire, c'est qu'elle vous permet de jouer vos cartes au rabais, beaucoup moins cher, mais vous les avez pas tout de suite, donc vous les délayez dans le temps. Ok. Lors des tests, Mark Rosewater se rend compte qu'il y a un problème. Il y a quelque chose de confusant que les joueurs et les joueuses ne font pas bien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'ils arrivent enfin à lancer leur carte avec suspension, donc que le dernier marqueur temps est enlevé, ils veulent tout de suite attaquer avec la créature. C'est comme si le fait d'avoir attendu aussi longtemps pour avoir leur sort, ils se disaient, c'est évident, mon sort, il doit être pertinent maintenant, il doit faire quelque chose tout de suite. Alors, Mark Rosewater et son équipe, ils s'interrogent beaucoup. Ils essayent plein de solutions. Ils essayent d'écrire carrément dans le reminder text, la créature ne peut pas attaquer le tour où elle arrive en jeu. Ce qui est un peu idiot parce que c'est une sorte de rappel d'une règle de base du jeu qui est le mal d'invocation. Ils essayent d'en discuter avec les joueurs pour comprendre, mais vraiment, rien n'y fait. Ils ont beau essayer, même des indications visuelles, des changements dans la frame, ils peuvent essayer tout ce qu'ils veulent. Les joueurs, quand ils jouent la carte, ils veulent attaquer avec. Et bien, au final, qu'est-ce qu'ils font avec son équipe ? Mark Rosewater, il change la règle de suspension. Et il dit, si c'est une créature qui était en suspension, quand elle arrive en jeu, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Et on en arrive du coup à cette première leçon. La première leçon dont je vais vous parler, c'est combattre la nature humaine est un combat perdu d'avance. L'idée, c'est d'accepter que vous ne pourrez pas changer vos joueurs et vos joueuses. Plutôt que d'essayer de les plier à votre volonté, il faut plutôt s'adapter à eux, parce que ce sera beaucoup plus facile d'aller dans ce sens-là. Au final, la suspension est une mécanique qui a bien marché. Pourquoi ? Parce que les joueurs pouvaient enfin la jouer de la manière la plus intuitive possible. Ce qui leur semblait la manière naturelle de jouer cette capacité était au final la manière dont les règles fonctionnaient. À chaque fois que vous allez faire le contraire de ça, à chaque fois que vous allez aller à l'encontre de l'intuition et de la nature humaine, vous allez vous heurter à une résistance énorme. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous créez quelque chose, vous créez toujours ce quelque chose pour une cible, pour un public. C'est très très important de le comprendre. Vous ne créez rien dans l'absolu, dans un vide. Vous créez toujours quelque chose pour quelqu'un. Et vous devez connaître ce quelqu'un. En l'occurrence, quand vous créez un cube, quand vous créez une carte magique, quand vous créez un jeu, votre public, c'est un être humain ou des êtres humains. Donc, vous devez prendre en compte le fait que ces êtres humains, ils vont avoir des intuitions, des réflexes, des automatismes. Ces automatismes, ils vont les reproduire. Ça va être quelque chose de beaucoup plus fort qu'eux. En fait, déjà, en psychologie, il faut savoir que c'est très très difficile de perdre une habitude et qu'en général, la meilleure manière de perdre une habitude, c'est de la remplacer par une nouvelle habitude. C'est pour vous dire à quel point perdre une habitude dans l'absolu, pour un humain, c'est super difficile. C'est la raison pour laquelle soigner une addiction, c'est très dur, entre autres. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Dans l'histoire de l'humanité, on voit que les humains, ils ont changé avec le temps. C'est vrai. Mais déjà, il y a plusieurs choses intéressantes à observer. La première chose à observer, c'est qu'ils ont changé extrêmement lentement et qu'il y a des choses fondamentales sur lesquelles ils n'ont pas vraiment changé. La notion de confort, par exemple, et le besoin de se rassurer. Des éléments qui sont venus bouleverser nos habitudes, il n'y en a pas eu 20 000 en fait, si on regarde dans les dernières années. Il y en a eu évidemment, mais qui sont venus s'immiscer jusqu'à notre quotidien, en fait, pas tant que ça. Et d'ailleurs, là ça se fait beaucoup plus avec le temps parce que les choses bougent beaucoup plus vite. Mais vraiment gardez à l'esprit que vous ne pourrez pas combattre la nature humaine et les réflexes de vos joueurs. Parce que, en plus, vos joueurs et vos joueuses, lorsqu'ils s'assoient à la table, ils sont pas là pour que vous les changiez. Ils sont là pour passer un bon moment, ils sont là pour être naturels, spontanés. Donc, si jamais vous leur dites « Non, mais ça, ce que tu veux faire, je veux pas que tu le fasses », il va y avoir une forme de résistance. Et même si, à la fin, votre joueur, il fait ce que vous vouliez qu'il fasse, contraint, forcé, en fait, il n'aura pas passé un bon moment. Et du coup, je vous assure, vous aurez quand même perdu. Vous aurez le sentiment d'avoir gagné peut-être, mais je vous assure, vous aurez perdu.
De manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas essayer de changer vos joueurs pour correspondre à votre jeu. Il faut changer votre jeu pour qu'il corresponde à vos joueurs. Des situations similaires, j'en ai vécu des tas. Une qui me vient en tête concerne mon cube artefact, il y a de cela plusieurs années maintenant. Les archétypes étaient déjà définis, mais ne ressemblaient pas exactement à ce à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc mon cube artefact est un cube legacy plus avec évidemment des archétypes centrés autour des synergies et autour des artefacts. Et en l'occurrence, on va s'attarder à un archétype qui est l'archétype Stax. Dans mon cube, j'ai un archétype fortement basé sur blanc et noir qui consiste à utiliser des permanents qui vont produire des petits permanents à chaque tour. Et à l'inverse, à côté, je veux des cartes comme Braids ou Smokestacks, des cartes qui vont venir faire sacrifier des permanents à chaque joueur, à chaque tour. L'objectif, évidemment, est de créer une asymétrie avec votre adversaire pour petit à petit l'asphyxier, le battre à l'attrition et réussir comme ça à gagner la partie. Très bien. Cet archétype Stax, il y avait toutes les pièces pour qu'il fonctionne. Pas de souci par rapport à ça. Dans ce cube, il y a aussi un autre archétype. Cet archétype, c'est un archétype token en blanc et en vert. À l'époque, cet archétype n'était pas encore défini comme il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, cet archétype, je l'ai fortement construit autour des jetons non créatures, les petits jetons trinkets, les indices, les trésors, les nourritures, etc. Mais à l'époque, ce n'était pas encore tout à fait le cas. Il y avait beaucoup de cartes encore dans ces couleurs qui créaient des jetons de créatures. Et il y a une autre couleur qui, elle aussi, crée des jetons de créatures. Et cette couleur, c'est le bleu. En effet, avec des cartes comme Sai, qui dit à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, vous créez un jeton mécanoptère, en fait, vous vous retrouvez à avoir une liste de cartes qui ont tendance à faire des jetons. Et il y a une sorte de sous-thème qui est en train de se créer. Il y a une carte aussi notamment, qui est dans mon cube comme une carte de combo. Et cette carte, c'est Fonderie Mécanoptère. Fonderie Mécanoptère, c'est une carte qui techniquement a une identité colorée Esper. Le but de cette carte, elle n'est pas de rentrer flat dans un des archétypes. Et je l'ai mise là pour être une pièce de combo qui est splashable dans certains decks. Mais le problème, c'est que cette carte, elle envoyait un signal. Et ce signal, c'était Esper, ça peut faire des jetons. Notamment grâce à une autre carte, Bitter Blossom. Bitter Blossom, pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait, c'est un enchantement tribal pour 2 mana droit noir qui au début de votre entretien vous fait perdre un point de vie pour créer un jeton peuple fée 1-1 vol. C'est une carte évidemment très puissante sur des games qui durent longtemps. C'est une carte qui a été mise dans ce cube pour Stax afin d'avoir un enchantement pour pas cher qui crée un petit permanent par tour. Mais le truc c'est que la présence de ces cartes-là donnait envie aux gens de créer un espèce de deck un peu go wide qui crée plein de petits jetons, qui les utilise avec des cartes comme Pince-Crâne, et ça donnait pas du tout envie de respecter entre guillemets les archétypes que j'avais pensé à l'origine. Alors forcément, je me bats, je suis pas très content, et j'essaie d'expliquer aux gens que ben non, mais c'est pas comme ça qu'il faut drafter. La grande leçon d'humilité, c'est de se rendre compte que c'est pas les joueurs qui ont tort à ce moment-là. Si les joueurs font ça, c'est parce qu'ils ont une raison de le faire. Et comme au final, ce deck qui se faisait, et qui était assez automatique et qui empêchait d'autres decks d'être joués, ne me convenait pas, eh bien j'ai dû cut des cartes, et j'ai notamment cut Bitter Blossom, pour la remplacer par une carte qui, certes, crée des jetons, mais ne peut pas étendre le board, comme par exemple Jadar, qui crée un token zombie seulement si vous n'avez pas déjà de token zombie, ou encore Ophiomancienne, qui crée un serpent seulement si vous n'avez pas de serpent. Ce que ça veut dire, c'est que ça peut créer un jeton par tour seulement si vous sacrifiez votre jeton, ce qui était exactement ce que je voulais pour l'archétype Stax. Prendre du recul et vous remettre en question dans ces moments-là, c'est assez fondamental. Vous ne pouvez pas aborder ces situations et vous dire ce sont les joueurs et les joueuses qui ont tort. Parce que eux, tout ce qu'ils font, c'est écouter leurs émotions, leur intuition, et la suivre. Si jamais il y a tous les feux qui sont au vert, quand bien même il y a peut-être un train qui est en train d'arriver à toute allure, eh ben ils vont traverser la voie et ils vont se faire renverser. Et vous pourrez leur dire « Oui, mais regarde, t'entends bien le train, tu le vois arriver ?» Eh ben ils te répondront « Bah oui, mais les feux ils sont au vert. Moi on me dit je dois faire ça, j'y vais. » Prenez en compte que
c'est pas quelque chose qui se contrôle toujours. Un draft, c'est quelque chose de très complexe. Et du coup, vos joueurs et vos joueuses, ils ont besoin de se faire confiance d'une certaine façon. De faire confiance à leur habitude, à leur connaissance, à leur expérience. Et donc, si jamais vous leur fournissez des signaux, des indices qui les emmènent dans une certaine direction, même si c'est pas ce que vous voulez qu'ils fassent, ils le feront. C'est une manière un petit peu détournée de parler de ce problème que vous connaissez pas mal, qui est ce problème de parfois le meilleur deal, c'est juste de dire je vais jouer 5 couleurs good stuff parce que oui, il y a plein de beaux archétypes, etc. Mais en fait, là, il y a plein de gold cards. Si je prends juste les landes et les gold cards, je vais avoir un deck hyper fort. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre vos objectifs à vous, ce que vous voulez, et ce que veulent les joueurs. Et il y a deux manières d'aborder le problème. Il y en a une qui est perdue d'avance et une qui donnera des résultats et des solutions. La première, c'est de vous dire c'est un bras de fer et je vais le gagner. Et la deuxième, c'est de dire ok, si c'est ça ce que veulent mes joueurs, moi il faut que je change. Bien, maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir appliquer ces concepts à votre création quotidienne ? Comme j'en ai déjà parlé dans l'exemple, en fait le plus important, ça va être la prise de feedback, la prise de retour de vos joueurs et vos joueuses. Impossible de connaître leurs réflexes, leurs intentions et ce qui les anime si vous ne les observez pas et que vous ne leur posez pas la question. La chose la plus importante, ça va être de mettre en place, à la fin de vos cubes, un temps, un espace, même plus qu'un temps, un espace d'échange ou de prise de retour. Alors ça peut être tout simple, ça peut être vous allez poser des questions aux gens, ou bien ça va simplement être vous octroyer le temps et la place de prendre des notes, que ce soit pendant le draft ou à la suite du draft. Observez les cartes qui sont trop jouées ou pas assez jouées, les archétypes qui sont systématiquement draftés ou qui ne sont jamais draftés, ou en tout cas clairement pas assez. Essayez d'être à l'écoute de ce que donnent vos drafts à chaque itération. Si jamais vous voyez que vous avez un archétype qui n'est jamais drafté, posez-vous la question de pourquoi est-ce qu'il n'est jamais drafté. Vous pouvez aussi poser la question à vos joueurs. Si jamais vos joueurs et vos joueuses vous disent « je ne draft jamais cet archétype parce que les cartes sont trop faibles », peut-être qu'effectivement c'est ça le problème, peut-être que c'est pas le problème, mais il y a un signal qui est que vos joueurs et vos joueuses ne veulent pas drafter cet archétype-là. Et c'est pas en insistant bêtement que vous arriverez à les faire le drafter. Une situation que moi j'ai connue assez régulièrement, c'est que dans mon cube artefact, il y a pas mal de cartes méconnues du grand public. Certaines extrêmement puissantes. Mais ce sont des cartes qui ne sont pas jouées en standard, ce sont des cartes qui n'ont pas forcément été jouées en moderne, de sets supplémentaires comme par exemple des sets commandeurs, ou bien ce sont des cartes de Legacy, des cartes extrêmement anciennes que personne ne connaît. Et bien ce qui se passait, c'était que certaines de ces cartes étaient complètement boudées par la table. Les joueurs et les joueuses ne les draftaient pas, les laissaient will, encore et encore. Et moi j'étais assez scandalisé, je me disais mais c'est pas possible, ces cartes-là sont hyper fortes, pourquoi vous les prenez pas ? Au bout d'un moment, j'ai fini par adopter une attitude qui était de me dire je vais les jouer, puis je vais leur casser la gueule avec, et comme ça, ils apprendront que la carte est forte. Ça a marché pour certaines d'entre elles. Et il y en a d'autres, ça marchait pas. Les joueurs et les joueuses ne les draftaient pas, quoi qu'il arrive, même après la 4e, 5e, 6e fessée. Et le problème, c'est que ils avaient une mauvaise expérience. Ils se disaient ah mais cette carte, j'y fais jamais attention, elle est complètement unfair, c'est pas cool, je l'ai pas vu dans la draft, mais la fois d'avant, ils la draftaient pas non plus. Parce que c'était pas une carte qui résonnait avec ce qu'ils voulaient faire. Au final, certaines de ces cartes, je les ai cut. Puisque ce qui se passait, c'était que globalement, les personnes avaient une mauvaise expérience à la table, ce qui n'est pas mon objectif, évidemment. Moi, en tant que créateur de cube, je souhaite que tout le monde passe un bon moment à la table. Même moi, je passais pas un bon moment à la table, puisque avoir le sentiment d'utiliser des cartes unfair contre d'autres personnes qui ne les utilisent pas, c'est pas forcément très amusant, surtout que je me sens obligé de le faire dans une optique un peu pédagogique, c'est vite dit. Et à la fin, ce qui se passe, c'est que la raison pour laquelle j'ai mis ces cartes-là, en fait, c'est pas que tout le monde s'en fout, mais il y a un peu de ça, quoi. Puisque ces cartes-là, au final, ne sont pas draftées, donc pourquoi est-ce que je les ai mises si personne ne les draft ? C'est bien de prendre le temps
de ne pas vous précipiter quand vous faites des changements. Si jamais quelqu'un vous fait un retour, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème systémique. Mais si jamais vous observez une sorte de redondance dans certains retours ou une systématisation du retour, alors considérez peut-être que vous êtes en train de lutter contre quelque chose contre lequel vous ne gagnerez pas. Et dans ces moments-là, la seule solution, ça va être de vous remettre en question. Ça va être de vous adapter. Dans le cadre d'un cube, souvent, ça va consister à ajouter ou enlever certaines cartes. Je pense à tous ceux qui se prennent des reproches parce que ils ont beau dire alors je précise, cette carte, elle n'est pas dans le cube, donc quand vous voyez Kiki-Jiki, ne vous attendez pas à voir la combo avec Kiki-Jiki. Eh bien, ok, vous pouvez continuer à le dire, mais si pour la 15e, 20e fois, vos joueurs et vos joueuses, ils vous font le reproche, alors que vous leur avez dit, hein, ils vous font le reproche qu'ils n'ont pas trouvé le reste de la moitié de la combo, bah peut-être que le problème, c'est pas eux, c'est votre cube. Un dernier point que je voulais aborder, qui me paraît important d'être précisé ici, c'est que j'entends souvent des créateurs et créatrices de cubes faire des choix qui sont très importants pour eux et l'exprimer haut et fort. Et je pense que c'est une très bonne chose. Personnellement, il y a un certain nombre de choix que je fais dans mes créations qui sont motivés par des impulsions personnelles, des goûts personnels, et il n'y a rien de mal à ça, au contraire. C'est ce qui fait que votre cube est une œuvre personnelle, est une création propre, et c'est ce qui lui donne de la valeur. Donc par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Par contre, je voudrais vous mettre en garde sur un élément. Vous vous souvenez quand je vous ai dit, vous créez quelque chose pour un public, pour une cible. Eh bien, croyez-le ou non, mais c'est aussi vrai quand vous créez un cube. En fait, si vous créez ce cube pour être drafté juste vous avec vous-même, bah grand bien vous fasse, mais faites un cube qui se drafte en solo dans ce cas-là. Ce que ça vient dire, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre, si vous comptez faire drafter votre cube à plein de gens, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des changements ou de structurer votre cube sur des choses qui vont ne vous plaire qu'à vous. Si jamais vous vous rendez compte qu'un truc très important pour vous est rejeté par l'intégralité des personnes à qui vous le faites jouer ou à la très très vaste majorité, je vous invite à vous poser la question de qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que le plus important, c'est que vous mettiez dans votre cube cette chose qui est importante pour vous, ou bien que votre cube il soit drafté, que vous puissiez le jouer avec d'autres gens. Parce que si vous devez faire un choix, moi mon conseil, c'est de vous rappeler que le principe d'un cube c'est d'être joué. Et que si jamais à cause de vos choix personnels, qui se heurtent justement à votre public, vous ne pouvez jamais le drafter, moi je pense que c'est un peu du gâchis. Terminons cet épisode avec un petit sous les radars où je vais vous parler d'une carte qui est jouée dans moins de 1% des cubes sur Cube Cobra. La carte dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est Manipulation temporelle ou Temporal Manipulation en anglais. Elle est jouée dans 0,97% des cubes sur Cube Cobra, soit 3375 cubes. Pourquoi est-ce que je souhaite vous parler de manipulation temporelle ? C'est une vieille carte, elle est jouée dans pratiquement 1%. Au final, est-ce qu'il y a vraiment de quoi en faire toute une histoire ? Eh bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je souhaite vous parler de cette carte. D'abord, je vais vous parler de pourquoi c'est intéressant de jouer une carte qui dit pour 5 mana, je rejoue un tour supplémentaire. Donc effectivement, que fait cette carte ? Eh bien, pour 5 mana, dont 2 bleus, vous rejouez un tour supplémentaire. Très bien. Pour 5 mana, jouer un tour supplémentaire, c'est pas la même chose que de le faire pour 2 mana. Je pense à ceux qui connaissent Time Walk, la carte d'Alpha Beta Unlimited, qui est une carte du Power 9, une carte complètement dégénérée. Pour 2 mana, vous rejouez un tour, c'est complètement stupide. Là, c'est pas le cas. À quoi sert une carte comme celle-ci dans un cube ? Alors, moi, c'est le genre d'effet que j'aime bien en toute petite quantité, c'est-à-dire vous en mettez un dans votre cube et c'est tout. Parce que ça va venir récompenser 2 types de stratégies et que c'est un bon finisher. Le premier type de stratégie que ça va venir récompenser, c'est des stratégies en fait assez proactives. L'idée, c'est que si votre board est vide, votre adversaire il a plein de créatures, vous êtes mort au prochain tour, vous vous servez de votre tour supplémentaire pour dire pour 5 mana je rejoue un tour, fin de mon tour, je commence mon tour, je pioche.
et potentiellement je pose un extra land, du coup, en fait, c'est une explore qui vous a quand même coûté bon. Voilà, alors oui, c'est littéralement une explore pour 0 mana. Hein, vous avez pioché une carte, vous avez joué un land de plus. Mais alors, fallait 5 mana pour y arriver, c'est pas foufou. C'est pas là où la carte est forte. La carte, elle est forte quand, au contraire, c'est vous qui avez le board. Et de la même manière que quand vous jouez mono blanc et que vous pouvez dire, quand vous avez le board, pour 4 mana Armageddon, je détruis tous les terrains, maintenant je gagne la partie. En fait, jouer un tour supplémentaire dans ce genre de situation, c'est aussi un finisher. Vous pouvez dire, j'ai 2 créatures qui trample, je joue un deck vert-bleu, allez. Ou alors, j'ai 2 volantes parce que je joue bleu-rouge. Et je vais t'attaquer, jouer 5, hop, je rejoue un tour supplémentaire. Et maintenant, je te remets 6 en vol une deuxième fois. Et donc, sur un tour, entre guillemets, puisque toi, t'as joué qu'une seule fois, je t'ai mis 12. Je t'ai surpris, ça a fait le petit clutch qui me permet de venir comme ça, hop, gratter ce qui me manquait. Et toi, ça t'a pris par surprise. Moi, je pense que ce genre de play, il va faire en sorte que vos joueurs et vos joueuses, ils puissent être un petit peu prudents. Ça va apporter une petite partie d'incertitude, mais pas de la manière dont moi, personnellement, je ne l'aime pas avec les cartes gratuites. Ça va le faire d'une façon que je trouve sympa, qui est, en fait, tant que la partie n'est pas jouée, les maths, elles sont pas exactes, quoi. Et donc, je dois essayer de tourner autour de ce que peut faire mon adversaire et me dire, là, il peut me mettre 6 en vol, mais est-ce qu'il pourrait pas me mettre plus? Parce que oui, il a peut-être pas de créature célérité dans son deck, mais potentiellement, il pourrait très bien jouer le tour d'affilée. C'est 5 mana, ça se compte facilement. Moi, c'est le genre de finisher que, personnellement, j'apprécie pas mal. La deuxième manière de jouer, c'est au contraire une stratégie très contrôle, qui vont, en général, alors pas toujours, hein, mais jouer des Planeswalkers, voilà. En fait, c'est le genre de carte où vous allez pouvoir vous dire, la partie, elle est en train de se stabiliser, mais j'ai un petit peu de mal à avoir le tour dont j'ai besoin, le tour de répit, pour vraiment me mettre bien. Mais là, la partie, elle a duré, j'ai beaucoup de mana. Et du coup, là, je vais utiliser ça pour, hop, pouvoir et à la fois faire un play développant et rejouer un tour. Et ensuite, comme ça, je suis à nouveau disponible pour faire un tour défensif. Ça marche très très bien avec les decks Big Mana d'ailleurs aussi, qui peuvent comme ça dire, je vais me setup, je vais rejouer un tour et hop, et là maintenant que je me suis setup, et bien là maintenant je vais pouvoir essayer de gagner. Alors que sinon, j'ai toujours le petit coup en main qui me manque. Alors 5 mana, c'est vraiment pas gratuit, mais c'est ce qui fait que la carte justement n'est pas dégénérée. Donc moi, je vous recommande d'essayer. Si vous avez jamais essayé, c'est plutôt sympa. Mais c'est pas ça la principale raison pour laquelle je vais vous en parler. La principale raison, c'est que elle a une petite sœur, ou plutôt une grande sœur, manipulation temporelle, une carte qui s'appelle Distorsion temporelle, Time Warp, en anglais. Alors, Time Warp, elle est jouée dans 5,91% des cubes, soit 20 603 cubes sur Cube Cobra. Et là, vous dites, mais l'écart, il est énorme. Pourquoi donc? Eh bien, il y a plein de manières peut-être de l'expliquer, mais c'est pas sur les raisons de pourquoi elle est plus jouée que je vais m'attarder. C'est plutôt sur les raisons de pourquoi je pense qu'elle devrait être moins jouée que sa petite sœur. En fait, Time Warp, elle a un défaut, je trouve, c'est la manière dont elle est wordée. En fait, la manière dont est wordée Time Warp, c'est le joueur ciblé rejoue un tour. Le joueur ciblé joue un tour supplémentaire. Et c'est pas vous jouer un tour supplémentaire. Et ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est complètement idiot. C'est-à-dire que c'est de la complexité qui est pas très grande, mais qui est complètement superflue. Cet effet, vous allez 9 fois sur 10 faire sur vous-même. Pourquoi est-ce que vous auriez besoin de cibler quelqu'un pour lui donner le bonus? Autant, il y a des fois où je peux comprendre, on peut apprécier le fait de dire je vais cibler n'importe qui, n'importe quoi, parce que ça pourrait être utile, potentiellement mon adversaire, j'ai besoin de le faire extra draw parce que je suis en train de le meuler, donc peut-être que mon Ancestral Recall, c'est sympa que je puisse le faire sur mon adversaire, mais là, vraiment, je ne suis pas sûr que l'ambiguïté envahisse la chandelle. Aujourd'hui, manipulation temporelle, elle a été pas mal de fois rééditée, elle coûte pas plus cher en monnaie sonnante et trébuchante que Distorsion temporelle. Elle est jouée 6 fois moins sur Cube Cobra. Je vous en supplie, remplacez vos distorsions temporelles par des manipulations temporelles. Moi-même, je suis dans le péché, puisque dans mon Simple Cube, je joue Distorsion temporelle. Moi, la seule raison pour laquelle je le fais, c'est parce que Distorsion temporelle est la seule des deux cartes qui existent, et avec une frame moderne, et en français. Mais je vous assure que le jour où ils éditent Manipulation temporelle en français dans une frame moderne,
je ferai le changement sans hésiter une seule seconde. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Forlacroix, votre humble serviteur dévoué aux mystérieux arcanes du game design. La musique est produite par Léa Ekash, les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergry, le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizard of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber, et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.